Bienvenue dans ce cours, une histoire philosophique de la liberté. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est vous faire une présentation très générale de ce cours, de ses enjeux, et puis de vous donner un peu le plan avec les grandes idées de ce cours pour vous donner envie de le suivre. Alors, pourquoi une histoire philosophique? Parce que ce que je voudrais, c'est vous montrer comment les philosophes ont pensé la liberté au cours de l'histoire. Et je pense que c'est absolument nécessaire si on veut comprendre notre présent. On a besoin de connaître le passé. Prenez par exemple les étudiants en beaux-arts, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au Louvre et ils copient les œuvres des grands maîtres de la peinture. Et je pense que pour innover, pour créer, on a besoin de se situer par rapport à des traditions, par rapport à des modèles. Pour sortir des sentiers battus, il faut connaître les sentiers, donc il faut connaître le passé. Alors, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est la liberté? Eh bien, souvent, on croit savoir, mais on a beaucoup de choses à apprendre. Et donc, je vous invite à plonger dans les racines historiques et philosophiques de ce concept. Dans cette première partie, qui est une forme d'introduction, je présente 4 grandes philosophies de l'histoire, celles de Frédéric Bastiat, de Lord Acton, de Karl Marx et de Murray Rothbard. Ces 4 auteurs ont un point commun, c'est que pour eux, l'histoire est une lutte entre 2 principes, la liberté et le pouvoir. Alors en effet, Bastiat rappelle qu'il n'y a que 2 manières de s'enrichir, la production et la spoliation. Or, l'État est le plus grand spoliateur de l'histoire, que ce soit par la guerre, par les impôts, par les monopoles. C'est ce que Bastiat appelle la spoliation légale, un pillage des richesses qui est légalisé. Et c'est pourquoi, pour Bastiat, toute l'histoire n'est que l'histoire de la spoliation. Et la seule façon de permettre à la liberté de se développer, c'est de protéger la propriété privée. Lord Acton est un historien anglais du XIXe siècle qui montre que les sociétés les plus libres sont celles qui ont permis les plus grands progrès de l'humanité dans le domaine des sciences, des techniques et des arts. Il ajoute que c'est la concurrence et le pluralisme, notamment entre les différentes entités juridiques nationales, qui ont permis le développement de la liberté en Europe. En Europe, c'est vrai que le pouvoir était fragmenté et non pas concentré comme par exemple dans l'Empire chinois. Ensuite, on a Marx. Marx a compris quelque chose de fondamental. Comme Bastiat, il voit l'histoire comme une lutte entre spoliateurs et spoliés. Mais pour lui, la lutte a lieu au sein même de la classe productive, entre les prolétaires et les capitalistes. Alors que pour Bastiat, la vraie lutte des classes, c'est celle qui oppose la classe productive à la classe improductive, c'est-à-dire la classe qui exerce le pouvoir, qui redistribue les richesses à ses amis et à sa clientèle électorale. Par ailleurs, comme on le verra par la suite, l'analyse marxiste est critiquable à bien d'autres titres, notamment elle n'a pas vu, Marx n'a pas vu la réalité historique de la révolution industrielle et ses bénéfices pour la plus grande majorité de la population. Enfin, Murray Rothbard est celui qui va pousser le plus loin la critique du pouvoir. Pour lui, l'État est toujours un parasite et un bandit qui se fait passer pour un producteur de sécurité, donc pour un protecteur. Or, selon Rothbard, toutes les tentatives de limiter le pouvoir de l'État ont échoué. Et c'est pourquoi il défend une société sans monopole, où la propriété est pleinement respectée, puisque toutes les activités sont privatisées et soumises à la concurrence. Alors, mon deuxième chapitre concerne les origines antiques de la liberté. Je commence par le miracle grec. Et ce miracle grec, c'est quoi? C'est la naissance de la philosophie et de la science. C'est le passage du mythe à la raison. Désormais, les philosophes vont se mettre à expliquer la nature par la nature elle-même, c'est-à-dire par l'observation, par les lois de la logique, et non plus par le recours à des entités mythologiques. De même, avant les Grecs, dans de nombreuses sociétés, les règles sociales étaient imposées d'en haut, par les mythes, et considérées comme immuables. À partir des Grecs, la loi, désormais, doit être discutée librement par les citoyens. Le concept de liberté sous la loi apparaît pour la première fois chez les Grecs. La liberté est conçue comme une obéissance à des lois impersonnelles, débattues par des individus qui se reconnaissent libres et égaux. Ici, sur l'illustration, vous voyez donc Platon, Aristote, et c'est avec eux, et évidemment Socrate avant eux, qu'apparaissent les concepts de raison critique,
de libre discussion, de critique des sophismes. Socrate s'est battu toute sa vie contre les sophistes, c'est-à-dire ces individus qui prétendaient pouvoir enseigner la rhétorique, mais qui, sous couvert de la rhétorique, enseignaient des raisonnements trompeurs, qui avaient l'apparence du vrai. Alors, dans un deuxième temps, j'aborde l'héritage de cette antiquité grecque chez les Romains. Les Romains ont codifié les principes de justice et de liberté en établissant les bases de l'état de droit et de la liberté individuelle. Ils ont été les premiers à créer un cadre juridique avec une protection des droits fondamentaux comme le droit de propriété. Et cette protection juridique a permis, dans un premier temps, une grande harmonie au sein de la République romaine. En revanche, à partir d'un certain moment, on est passé à l'Empire. Et beaucoup d'historiens vont expliquer la chute de Rome par ce passage de la République à l'Empire. Et dans ce troisième point, donc, j'explique comment la plus grande puissance libérale du monde antique a pu sombrer. Et une des explications, eh bien, c'est celle qui passe par l'économie et par la monnaie. La corruption de la monnaie par les empereurs qui ont cherché à falsifier les pièces d'argent afin d'augmenter en fait artificiellement la masse monétaire a créé de l'inflation. L'inflation a été suivie par le blocage des prix, mais tout ça a conduit l'Empire romain dans le chaos. Certains historiens contemporains, d'ailleurs, comparent en fait le passage de la République à l'Empire au passage du libéralisme au socialisme. Troisième chapitre, la liberté au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, la civilisation a retrouvé une forme d'apogée après une période un peu obscure, avec la naissance notamment des universités au XIIe siècle. Mais d'abord, dans un premier temps, l'idée du libre arbitre a été pour la première fois affirmée de manière très forte par saint Augustin. Et il le fait dans un contexte théologique qui est de se demander comment expliquer le mal. Si Dieu a créé l'homme à son image et que l'homme fait le mal, commet le mal, est-ce que Dieu est mauvais? Eh bien la réponse de saint Augustin, ça va être de dire non, c'est pas Dieu qui est mauvais, c'est l'homme qui est libre. Et si l'homme est libre, il peut faire le mal, comme il peut faire le bien. Il a le choix. Et c'est cette liberté du choix qui fait sa dignité. Dans un deuxième temps, nous évoquerons le conflit, ou en tout cas la tension entre foi et raison. La concurrence entre la raison et la foi. Je vous ai dit, au XIIe siècle, apparaissent pour la première fois en Europe les universités, qui sont des centres de recherche dans lesquels une place de plus en plus grande sera accordée à la raison, c'est-à-dire aux sciences et aux disciplines philosophiques. Par conséquent, pour la première fois dans cette Europe chrétienne, eh bien, la connaissance devient un peu autonome par rapport à la foi, par rapport à la révélation. Dans un troisième temps, j'aborde la question du conflit entre le religieux et le politique. Là aussi, comme la raison, eh bien, le politique va s'autonomiser progressivement par rapport au pouvoir spirituel, par rapport au pape. Les rois, les princes vont revendiquer l'autonomie et la souveraineté par rapport à la domination souvent abusive de l'Église. Enfin, dernier point, nous verrons comment le capitalisme a connu ses premiers succès au Moyen-Âge dans des villes commerçantes, comme les villes du nord de l'Italie, Gênes, Florence, Venise. Ces villes italiennes étaient des carrefours sur les routes qui menaient vers l'Orient, et elles ont profité de cet emplacement privilégié pour faire du commerce et s'enrichir, et les historiens voient se développer les premières formes de capitalisme. Quatrième chapitre, l'essor de la liberté avec la Renaissance et les Lumières. Alors là, on a d'abord le concept de tolérance religieuse qui apparaît, il apparaît à la Renaissance avec Montaigne, puis se développe avec Locke, avec Spinoza, et avec ensuite des penseurs des Lumières comme Voltaire. Mais le XVIIIe siècle n'est pas seulement le siècle des philosophes, c'est aussi le siècle des économistes. On voit émerger les premiers économistes, notamment en France, les théoriciens du laisser-faire, cette pensée qui a été initiée par ce qu'on appelle les physiocrates, avec notamment Quesnay à leur tête, François Quesnay,
et puis une pensée qui a été reprise et portée par Turgot, le ministre des Finances de Louis XVI. Donc là, j'aborde un peu toute cette école qui a eu une influence très forte, notamment sur Adam Smith et sur également l'école classique au XIXe siècle et l'école autrichienne. Si vous voulez, pour résumer, ces économistes, ils vont à l'encontre de tous ceux qui pensent que le marché est un jeu à somme nulle. Ce que l'un gagne, l'autre le perd. Au contraire, pour eux, l'échange est un jeu à somme positive, à condition de supprimer tous les privilèges, les restrictions, les réglementations qui profitent à ceux qui sont proches du pouvoir en place. Enfin, j'évoque une année clé dans l'histoire, qui est cette année 1776, où vont se produire 4 événements majeurs. D'abord en France, c'est la disgrâce de Turgot. Turgot, malheureusement, n'a pas pu aller au bout de ses réformes. Il a été critiqué, contesté et finalement viré par l'aristocratie de l'époque qui voyait ses privilèges menacés. Mais Turgot a laissé une trace profonde et notamment son rayonnement intellectuel s'est manifesté avec 2 livres qui ont été publiés la même année, en 1776. Le premier livre, c'est un livre de Condillac qui s'intitule « Le commerce et le gouvernement ». Et c'est un des plus beaux plaidoyers en faveur du libre-échange et de la liberté individuelle. Ce livre de Condillac contient également une théorie de la subjectivité de la valeur qui vaudra beaucoup d'éloges plus tard de la part des économistes autrichiens. Le deuxième livre est plus connu, c'est celui d'Adam Smith, La richesse des nations. Un livre qui doit beaucoup à Turgot, même si Adam Smith ne le dit pas. Et ce qu'on peut reconnaître à Adam Smith, c'est d'avoir beaucoup développé la notion d'ordre spontané, l'idée que les hommes, en poursuivant leurs intérêts, eh bien, sont capables de répondre bien mieux aux besoins de la société que par une planification centrale. Enfin, le dernier point que j'aborde, 1776, c'est aussi évidemment la déclaration d'indépendance américaine et par conséquent la naissance de cette nouvelle nation, les États-Unis d'Amérique. Et en fait, cette déclaration d'indépendance, elle est intéressante à étudier parce qu'elle a été rédigée par Thomas Jefferson et elle est inspirée de toute une philosophie, de toute une compréhension de ce qu'est la liberté. Et c'est ce que nous verrons. Cinquième partie de mon cours, apogée et déclin de la liberté au XIXe et XXe siècle. Alors dans un premier point, j'expose comment Benjamin Constant distingue la liberté des modernes de la liberté des anciens. La liberté des modernes met l'accent sur les droits individuels et sur la vie privée. Tandis que, dit-il, la liberté des anciens est axée sur la participation collective au pouvoir et par conséquent laisse quasiment aucune place à la vie privée. Or, la conclusion de Benjamin Constant, c'est que Rousseau a fait l'erreur d'avoir voulu restaurer cette liberté des anciens à l'époque moderne. Il était fasciné par la cité antique et selon Constant, c'est cette erreur, cette confusion qui a provoqué les dérives de la Révolution française. Dans le deuxième point, la démocratie, j'aborde Alexis de Tocqueville et sa vision de la démocratie, de ses forces et de ses faiblesses. Selon lui, la majorité a le droit de gouverner, il reconnaît la légitimité de la démocratie, mais il insiste sur le fait que la majorité n'a pas le droit de tout faire, sinon elle devient tyrannique. Elle est soumise à une loi suprême, à une loi supérieure, qui est la loi du genre humain, la justice. Enfin, alors j'aborde l'analyse autrichienne du marxisme, la critique autrichienne du marxisme. Marx a été confronté très tôt à la critique des économistes autrichiens qui, évidemment, connaissaient bien déjà la langue allemande, mais aussi le contexte. Et il reproche en fait à Marx d'occulter d'abord l'action humaine. La notion de classe sociale, c'est une notion collectiviste qui nie en fait l'action des individus. Seuls les individus agissent. Par ailleurs, ils font une critique aussi très vive de la théorie de la valeur travail chez Marx, qui provient de l'école anglaise.
Marx n'a pas vu non plus l'importance de l'entrepreneur, qui est un acteur clé de la production. Et le dernier point, c'est que les Autrichiens, notamment Ludwig von Mises, affirment que le socialisme est impossible à réaliser car il nécessiterait une planification centrale totalement irréaliste sans les prix du marché. Dernier point, la route de la servitude. J'évoque ici le livre de Hayek, de Friedrich Hayek, qui, dans ce livre, appelle les démocraties occidentales à ne pas se laisser séduire par les mirages du collectivisme. On est juste après la Seconde Guerre mondiale, et ça va être la contribution en fait à ce conflit, une contribution intellectuelle, où il va d'une part montrer quelles sont les racines socialistes du nazisme, et puis d'autre part montrer que sans la liberté économique, eh bien, il n'y a pas de liberté politique possible. Sixième partie, l'État-providence au XXe siècle. Et ici, j'expose comment les idées de Keynes ont influencé la création de l'État-providence au XXe siècle. J'aborde son analyse de la crise de 29 et son héritage controversé, notamment les critiques de Jacques Rueff, qui est un économiste français. J'aborde la question de l'étalon or, qui a été, comme on le sait, abandonné définitivement en 1971 par Nixon. Pourquoi? Parce que l'étalon or limitait les possibilités d'endettement des États. Et l'Amérique, à cette époque, avec des grands programmes d'État-providence et puis la guerre du Vietnam, eh bien, avait besoin de dépenser sans limite. Et donc, ils ont décidé en 71 de ne plus rattacher le dollar à l'or. Alors, cette décision, elle a complètement transformé le système financier et le système monétaire mondial, mais c'est peut-être à partir de là qu'a pu émerger l'idée de Bitcoin, notamment l'idée d'un marché monétaire libre, sans monopole étatique. Alors évidemment, cette idée, elle existe depuis le 19e siècle, mais à partir des années 80, une nouvelle approche se développe avec Internet. L'idée d'une monnaie électronique sans tiers de confiance, protégée par la cryptographie. Et voilà, c'est cette idée qui va conduire à la création de Bitcoin comme une alternative au système des banques centrales. Conclusion, eh bien, je m'inspire ici de Ludwig von Mises. Pour lui, le progrès ou le déclin des civilisations dépend fondamentalement des idées qui dominent à une époque donnée. La défense de la liberté passe avant tout par un combat intellectuel et la diffusion d'idées économiques et philosophiques justes. Alors, je résume, selon Mises, les idées ont le pouvoir de transformer le monde parce que tout ce qui arrive est le résultat des idées. Le bon comme le mauvais, le meilleur comme le pire. Ce qu'il faut, évidemment, c'est combattre les idées fausses. Et donc, c'est en comprenant l'histoire et les idées fausses qui ont pu se développer au cours du temps que nous pouvons aujourd'hui être mieux armés pour défendre la liberté, pour construire un avenir plus libre. Il ne vous reste plus qu'à plonger dans cette aventure de la liberté en reprenant ce cours, en plongeant dans les différentes étapes que je viens de vous présenter à grands traits. J'espère que vous serez aussi passionné que moi par ces débats. Et donc je vous souhaite bon courage et au travail, c'est à vous de jouer.